Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. On s'était dit qu'on parlerait de crypto éventuellement, Félix Séguin et moi, et ça tombe bien dans l'actualité. La Russie a adopté une loi il y a quelques jours. Ça avait pas attiré mon attention, mais je suis retombé là-dessus ce matin. Une loi expérimentale qui permettrait le minage de crypto-monnaies, donc de manière totalement légale, mais aussi pour contourner les sanctions internationales, possiblement d'utiliser le Bitcoin comme monnaie d'échange avec d'autres nations. Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, salut! Oui, bonjour. Bon, ça promet, hein? Ça promet. Vaste chantier que celui de parler de crypto-monnaie avec toi. On n'aura pas assez de 15 minutes, j'ai bien peur, mais commençons et on verra où ça nous mène, quitte à faire une partie 2 un autre jour. Ben justement, ça devient très important en regard de ce qui s'est passé en Russie, parce qu'on sait que depuis l'attaque contre l'Ukraine en 2022, le système mondial de paiement, le SWIFT, là, a banni ou quasi banni Moscou là, de ces transactions, ce qui crée un problème d'influx d'argent donc en Russie, puis ce qui crée un problème aussi pour les transactions internationales, parce que c'est par SWIFT, entre autres, qu'on veut les réaliser. Alors, le projet de loi, justement, de Moscou ouvre la voie à l'usage de la crypto-monnaie comme moyen de paiement, justement, international. Puis ça sert à quoi, au fond? Ben, ça sert à contrer des sanctions occidentales. Puis en même temps, il y a l'autre partie, justement, tu y as fait allusion, là, l'autre partie de ce projet-là, c'est bon, encadrer, si on veut, le minage là, de crypto-monnaies, là, parce qu'il semble que ça prenne beaucoup trop d'électricité pour ce que la Russie soit capable de produire. Je trouve que c'est une drôle de justification, honnêtement. Ouais. Je pense pas que ce soit leur principal problème. Mais, et en tout cas, est-ce qu'on a raison d'être effrayé politiquement de ça? T'es peut-être mieux placé pour répondre à la question, mais dès lors où la crypto-monnaie te permet un anonymat presque complet, ben c'est là où ça devient très dangereux, parce qu'à ce moment-là, ça vaut quoi un blocus, ça vaut quoi des sanctions internationales si l'invention, ma foi, assez géniale des crypto-monnaies permet d'anonymiser un peu tout le processus, ben ça vaut plus rien, il n'y a plus de poids politique à ça, c'est le constat que je fais là. Et ça renforce un peu la thèse qu'on entend souvent dans cet univers-là, que l'un des principaux, sinon le principal usage des crypto-monnaies, c'est de favoriser les échanges illicites, en fait. Puis bon, la Russie est un État un peu paria ces temps-ci. Et évidemment, beaucoup de groupes dans le crime organisé ont reçu le message, là. Donc, la Russie, c'est un État, mais il y a aussi, je pense, et tu en sais plus que moi à ce sujet-là, Félix, des groupes de crime organisé qui utilisent la crypto-monnaie pour faciliter des échanges, pour monétiser certaines actions. Peux-tu nous faire peut-être un petit portrait de ça? C'est assez intéressant, puis très pertinent là, comme question, parce qu'elle se déploie sur deux volets. D'abord, on était, je te dirais, au cours là, de la dernière décennie, l'an 2010 et 2020, beaucoup plus dans une criminalité qui était une criminalité de rançongiciel, qui était de criminalité de chantage. Tu te rappelles le fameux Colonial Pipeline, l'oléoduc qui alimente en essence la côte est des États-Unis, a découvert un message là, en 2020 qui a été laissé par des pirates informatiques établis en Europe de l'Est, puis ils exigeaient une rançon de 4 millions de dollars pour débloquer le pipeline. Alors ça, c'est de la criminalité anonymisé, puis dont la base est justement de mener des actions, de demander des bitcoins, puis ça les rend anonymes, puis tout ça. Mais on est rendu vraiment ailleurs. C'est que la criminalité maintenant, et c'est les enquêtes policières, les dernières enquêtes policières qui démontrent, on m'a mis au courant de certaines d'entre elles, on est bien loin de penser, c'est-à-dire d'intégrer le Bitcoin dans nos transactions. On en est à acheter
du Bitcoin pour anonymiser complètement notre fortune. C'est ça que les criminels sont en train de faire. C'est une forme de blanchiment d'argent, là, ce que tu veux dire. Là. C'est oui, mais c'est du blanchiment d'argent bien plus facile que tout ce qui se faisait jusqu'à présent. que d'acheter un lavoto ou un nettoyeur. Là, Non, mais tu sais, c'est souvent ça, des petits commerces qui prennent beaucoup d'argent liquide, là, notamment. Je pense que c'était un des stratagèmes auxquels recouraient beaucoup les criminels là, dans le passé, que là, effectivement, comme tu dis, on peut acheter des monnaies virtuelles, ça reste dans un portefeuille dont on est les seuls détenteurs du code, puis basta, quoi. C'est anonyme, comme tu dis, c'est difficile à retracer, donc, ou même impossible à retracer. Justement, puis, il y a des spécialistes maintenant, sur l'autre volet de la criminalité puis des cryptos, il y a des spécialistes au Québec, j'en ai rencontré un d'ailleurs, qui sont rompus à changer de l'argent comptant en crypto-monnaie. Donc, eux autres, ils ont le bon canal, là, puis tu peux arriver vraiment, puis écoute, je l'ai vu, l'argent, là. J'ai vu tout le processus, j'ai vu l'argent qui arrive, tu sais, 500 000 en dollars comptants, puis le gars repart avec des bitcoins, puis lui, il sait quoi faire avec 500 000. Avec un code, là, ouais, ou c'est dans son portefeuille virtuel sur son téléphone, puis basta. Mais ces gens-là, donc, ils travaillent pas dans les grands cabinets d'avocats, là, si je comprends bien, là, Félix. Là, ce sont eux-mêmes des criminels, je veux dire, au sens de la loi fiscale, ne serait-ce que ça, là, c'est une forme de criminalité. Oui, mais ça complique beaucoup, beaucoup le travail des policiers. La GRC, là, d'ailleurs, a annoncé assez récemment, peut-être même trop récemment, on pourrait dire, avoir des policiers qui seraient formés dans les enquêtes en crypto-monnaie. Je dis quoi, en 2024? Ah oui, hein? Non, mais c'est parce qu'il y avait matière à les former avant. Là. Ça, c'était Il me semble que c'était la tendance criminelle du début du siècle. C'est encore la tendance criminelle du début du siècle que d'utiliser les crypto-monnaies pour faciliter les mouvements d'argent. Et puis, et ça, Europol le confirme d'ailleurs, tu sais, que les crypto-monnaies ne sont plus confinées à la sphère du cybercrime. C'est ça que j'essaie de te dire en début de conversation sans trouver le mot. Tu sais, c'est plus juste du cybercrime, c'est vraiment des opérations transfrontalières de blanchiment d'argent et qui sont très difficiles à déceler, à moins qu'on soit capable de faire parler. Mais là, on revient. C'est drôle parce que dans tout ça, on est dans une... Tu sais, c'est une monnaie qui a été créée, pardonne-moi, tu le sauras peut-être mieux que moi, mais pour monnaie de la liberté, on pourrait dire ça comme ça, pour se désaffilier un peu du système. Mais il reste que pour la criminalité, quand les policiers refont ces enquêtes-là, ils vont refaire une enquête de base parce que le seul moyen de trouver qui va avoir ton argent, c'est d'avoir le code. Puis le code, c'est le criminel qui l'a blanchi, qui va être capable de te le donner. Fait que ça revient à une enquête, tu sais, qui est assez basique. J'ai hâte de voir comment la GRC va s'arranger. Il y a quand même quelque chose d'étrange pour moi là-dedans, Félix. Tu sais, ultimement, avoir de l'argent, c'est drôle, là, mais si t'es pas capable de t'acheter des voitures, puis des voyages, puis des maisons avec, ultimement, ça ne devient réel que quand tu finis par l'investir ou le dépenser. Tu me dirais, Francis, tu as $1 milliard dans un portefeuille de Bitcoin, mais tu peux pas t'en servir. OK, c'est un chiffre sur un téléphone. Et il me semble que du moment que je m'achète, comme le font, je pense parfois les criminels, une voiture de luxe, une grosse cabane ou quoi que ce soit, là, effectivement, d'où vient l'argent? Puis là, le travail plus conventionnel peut commencer. Là. Donc, j'inverse le fardeau de la réponse à cette chronique-là parce que franchement, je profite de tes lumières. Tu es tellement bien placé pour me parler de ça. On n'est pas dans un mouvement où la libéralisation de cette monnaie-là, justement, va faire en sorte que quand le criminel va vouloir s'acheter, c'est ma théorie, à un certain moment donné, une voiture ou une maison ou tout ça, il y a de plus en plus, la personne avec qui il va transiger, il y en aura de plus en plus qui seront aussi enclins à transiger eux-mêmes en Bitcoin parce que tu crées justement Oui, je comprends. Mais ça reste que demain, Félix, si je vais te voir dans ta maison à 14 millions de dollars à Laval-sur-le-Lac, je veux dire, le notaire est supposé en principe te demander d'où vient l'argent à la banque. Je veux dire, tu comprends qu'on revient dans l'univers que je connais et que la plupart d'entre nous connaissons. Et là, les policiers peuvent effectivement poser des questions.
tant que ça reste dans l'univers virtuel, c'est de l'argent fictif. Le jour où tu finis par acheter des choses, tu n'y échappes pas, là. Tu comprends? La maison, elle est là, et quelqu'un l'a payé. Avec quel argent? D'où vient cet argent-là? Puis ça, les policiers, en principe, les policiers, disons, avec une certaine connaissance numérique, là, sont capables, généralement, de retracer le flux ou d'exiger. Le notaire devrait exiger d'où vient l'argent, où va l'argent, qui est payé, combien. Puis, tu sais, il y a toutes des notions de fiscalité, de taxes de bienvenue. Tu comprends qu'il y a quand même encore des... Il y a des, en bon français, des safeguards, des garde-fous qui, en principe, rendent ça plus difficile de l'utiliser, cet argent-là. Et c'est là où, à un moment donné, je me pose la question, tu peux bien accumuler tous les bitcoins de l'univers si tu le veux bien. À un moment donné, ça sert à rien d'avoir des bitcoins si tu ne peux pas payer des biens et services avec. Là, fait que c'est ça qui va être intéressant, parce que je suis certain que certains criminels vont devenir très sophistiqués en la matière, mais d'autres vont probablement se faire prendre un peu de manière amateur en disant « Ah, je vais m'acheter une maison à 3 millions. » Puis là, tu sais, il y a un paquet de garde-fous qui tombent, là, ouais. Des fois, il y a des choses à résumer simplement dans le crime pour conclure cette chronique. Tu sais. La maison, ce qui arrive, c'est qu'elle est rarement au nom du criminel. J'avoue. Ouais, effectivement. Il y a des petits stratagèmes comme ça. Là, bref, on n'a pas fini de parler de crypto-monnaie, toi et moi, Félix Séguin, mais merci pour cette entrée en matière. Merci. Puis, on se reparle demain sans faute.